Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. EAC et PCI, éducation artistique et culturelle et patrimoine culturel immatériel. L'EAC autour de la matière culturelle de Bretagne. Une journée d'échange organisée par Bretagne Culture Diversité autour du projet Canournose. Ce que l'on entend par patrimoine culturel a changé de manière considérable au cours des dernières décennies, en partie du fait des instruments élaborés par l'UNESCO. Le patrimoine culturel ne s'arrête pas aux monuments et aux collections d'objets. Il comprend également des éléments dits immatériels ou vivants, comme les traditions et les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants. Les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, ainsi que les connaissances concernant la nature et l'univers, sans oublier les savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. Le mercredi 5 avril 2023, au centre Amzer Nevé de Pleumeur, une journée consacrée à l'éducation artistique et culturelle en lien avec la matière culturelle bretonne était proposée par l'association BCD, Bretagne Culture Diversité. Cette journée voulait présenter l'important projet EAC coordonné sur le territoire lorientais par la structure culturelle Amzer Nevé, nommée Canournose, chanteur de nuit en breton. Il s'appelait Louis Le Hirez. Dans le village de Quéroc, on le surnommait Canournose, le chanteur de nuit. Élodie Jaffray a découvert que c'était son arrière-grand-oncle. La chanteuse bretonne a souhaité créer un spectacle autour de ce personnage, de sa vie, en imaginant une balade musicale de nuit à bord de son bateau. Ainsi, en présence d'une trentaine de participants venus de toute la Bretagne, cette présentation a permis de découvrir et d'échanger autour du montage d'un projet EAC avec l'ensemble de ses acteurs, qu'ils soient médiateurs, enseignants, artistes, associations locales ou encore collectivités. Bref, la charte de l'EAC en action. En fin de journée, des ateliers de réflexion animés par BCD se sont intéressés à la définition de critères d'évaluation d'un tel projet. La création Canournose, elle est née... Élodie Jaffray, chanteuse. Disons déjà, la connaissance et la découverte des collectages de mon arrière-grand-oncle, c'était début 2020. Et donc déjà, je voulais faire un travail sur Quéroc et j'en avais parlé au directeur Daniel Le Guével qui était partant pour nous accompagner dans la création. Et après, donc, j'ai découvert les enregistrements de mon arrière-grand-oncle, Louis Le Hirez, donc surnommé Canournose. Et donc là, forcément, dans ma tête, ça allait prendre une autre dimension, ça allait prendre beaucoup plus d'ampleur. Et c'est pour ça, donc après que voilà, j'en ai parlé à Arzela. En termes d'objectifs du projet, Arzela Keranguarek, médiatrice de la structure culturelle Amzer Nevé. C'était de faire découvrir le travail d'Élodie par les collégiens, notamment le travail de recherche et puis d'ancrage territorial, puisque on travaille vraiment sur un chanteur originaire de Quéroc. Et en plus, il y a la dimension de proximité, puisque c'était un grand-oncle d'Élodie Jaffray. Donc du coup, ça a donné quelque chose que l'on peut toucher du doigt, comme on dit. Ça parle à tout le monde parce que c'est concret. On ne parle pas de n'importe qui. On est sur du local, sur du concret. Du coup, ça faisait vraiment écho pour les collégiens qui pouvaient se projeter. Tout de suite, j'ai compris que finalement, ce projet pouvait être proposé aux élèves comme une micro-aventure. Nathalie Prat, professeure d'éducation musicale et de chant choral au collège Charles de Gaulle de Pleumeur. Pour leur permettre de reconsidérer le territoire sur lequel ils vivent au quotidien, mais que parfois ils ne savent pas du tout regarder tellement ils ont les yeux sur leur téléphone portable. Donc l'idée, c'était de vivre une expérience pour apprendre, mais je dirais même réapprendre les lieux, les milieux, les histoires et habiter d'une autre manière son territoire. Donc moi, si vous voulez,
je vous dis par rapport à l'expérience que je pouvais avoir des projets, j'ai tout de suite compris, ressenti tous les enjeux autres que musicaux de ce projet. La dimension de territoire se porte aussi par l'implication de l'école Lomner-Kéroc, puisque le collège et l'école souhaitaient créer du lien ensemble. Arzela, Kéranguarec. Puisque les élèves de primaire, de CM2, vont au collège à Charles de Gaulle. Et donc, c'était aussi une manière de faire venir les primaires au collège, de faire rencontrer les collégiens et les élèves de primaire. Donc, avant de venir à la première réunion à Amzerneville, Anne-Claire Kédillac, professeure des écoles en CE2, CM1, à l'école Lomner-Kéroc. J'ai été voir dans le registre et il est bien là. C'est bien écrit Louis Hirès. C'est écrit 101e. Donc ça veut dire que Louis Hirès, c'est le 101e élève de notre école. 101e élève de notre école. Il a fait sa première rentrée en 1913, en octobre. Et il est sorti de notre école en juillet 1921. Les choses donc se sont construites petit à petit. Entre chaque réunion, on avait quand même des échanges par mail. Les idées ont mûri petit à petit. Arzela, Kéranguarec. Et donc du coup, c'est moi qui ai été rencontrer d'abord le comité d'histoire locale pour présenter le projet, présenter les intervenants et leur dire comment vous voulez intervenir, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, est-ce que ça vous intéresse. Et pareil pour les archives municipales, en termes de rencontres, de documentation, d'apport iconographique. Donc le projet s'appelait pour les élèves projet EAC Trop drôle Louis Hirès. Nathalie Prat. Et moi j'ai sous-titré une balade sensorielle et territoriale à la découverte d'un pêcheur-chanteur de nuit. Sensorielle, pourquoi ? Parce que l'idée c'était quand on va découvrir, on va regarder, mais on va aussi écouter, on va sentir, on va utiliser tous nos sens pour faire cette découverte et justement retrouver ou réapprendre notre territoire. Mais ça aurait pu concerner beaucoup plus de disciplines, ça aurait pu concerner le PS, parce que l'idée c'était au départ une randonnée, on aurait pu faire vraiment partir toute la journée. Ça aurait pu. Alors ça concernait aussi la SVT. C'est moins visible sur l'application, mais j'ai une collègue qui a travaillé avec nous. On avait pu prendre plus de temps, peut-être qu'on aurait pu aller plus loin, mais il y a eu un questionnaire et les élèves ont vécu aussi ce côté, cette expérience-là de découvrir aussi le littoral, la faune, peut-être pas la faune, mais au moins la flore. Le premier objectif, bien sûr, c'est s'approprier le parcours et la vie d'un élève de notre école. Anne-Claire Kédillac. Louis Hirès, Louis Le Hirès. Donc Louis, il est né en 1907 et il est mort en 1983. L'autre objectif aussi, c'est de découvrir les modes de vie sur notre territoire. Là, on ne peut pas être plus proche. L'école de Lomner-Kéroc, c'est entre Lomner et Kéroc. Découvrir les modes de vie sur notre territoire, bien évidemment basés sur la pêche. Un objectif aussi essentiel, c'était de découvrir la culture bretonne, la langue bretonne, chanter en breton. Et puis avec les élèves, on a travaillé en français, en lecture, à l'oral aussi, c'est interviewer, rechercher, se documenter. On est allé voir le registre, et puis s'enregistrer. Donc c'est aussi établir une liaison école-collège. On avait été rassemblés par classe pour apprendre une chanson en breton qui avait été chantée par le Canornose. Et il y avait Élodie Jaffré qui venait aussi pour nous apprendre comment ça se disait. Et aussi Awena, qui était aussi surveillante ici et qui fait la harpe dans leur groupe, qui nous apprenait les percussions corporelles. Après, je sais qu'on avait fait plusieurs répétitions en classe. Ensuite, il y avait eu la balade, mais ce jour-là, j'étais pas là, j'étais malade. Et après, il y a eu le concert. Et je sais qu'avec ma meilleure amie, on avait proposé de faire un duo sur le 3e couplet. Moi, j'ai fait le projet en fonction du programme d'éducation musicale. Nathalie Prat. On a 4 activités dans le cours d'éducation musicale. On a une activité qui s'appelle écouter, comparer, commenter. Une activité qui s'appelle chanter, interpréter.
explorer, imaginer, créer, et enfin échanger, partager, argumenter. La musique, c'est avec les oreilles, donc je les mets dans le noir, et on fait ce que j'appelle une écoute à l'aveugle, un blind test. Là, il n'y avait qu'une seule question au début, c'est que te raconte cette musique, ou que ressens-tu à son écoute. Et ensuite, on fait une deuxième écoute, et dans cette deuxième écoute, je leur dis qu'est-ce que tu entends. Et là, ils listent, font comme une liste de courses, quels sont les ingrédients, les éléments que tu peux identifier pendant cette écoute. Et ensuite, la correction, c'est simple, je leur montre la vidéo. Parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils entendent comme instrument, c'est notamment Awena qui est surveillante. Je crois qu'on l'avait écouté en écoute à l'aveugle, donc on ne savait pas que c'était du breton. Et puis il fallait dire ce qu'on entendait. Et après, du coup, Madame Pra nous a expliqué. Et les artistes sont intervenus et ils nous ont appris un petit peu à parler breton, l'instrumentiste la partie instrument. Et ensuite, il y a une séance, du coup ils sont venus 2 ou 3 fois. Après, il y a eu une séance d'enregistrement à Amzernivelle. Donc moi je me suis occupé de la rédaction de chroniques radio par les élèves de 6e, des 2 classes que j'avais. Philippe Lerosquette, professeur d'histoire-géographie au collège Charles de Gaulle de Pleumeur. Et donc j'ai profité d'un cours d'histoire sur les débuts de l'humanité pour les initier un peu à la chronique radio, puisque c'est les de 6e, donc ils arrivent dans le collège, ils n'ont peut-être jamais fait ce type d'exercice. Donc on a commencé par ça, c'est-à-dire que je leur ai fait écouter une émission radio de France Culture, on vise très haut au collège, sur un site archéologique, donc lié au programme. Et donc ils ont la chronique, la trame de la chronique, et il s'agissait de découvrir le rôle d'une animatrice, de la personne interviewée, comment on écrit une chronique radio, donc voilà, avec un code de couleur, et puis ce qu'ils me disaient, voilà, ils ont découvert comment on rédige une chronique. Donc on a abouti ensuite aux 2, donc là c'est l'émission qu'ils ont étudiée. Donc ensuite ça a débouché sur une fiche de méthode où on rassemble tous les conseils, toutes les méthodes pour pouvoir écrire une chronique radio qu'ils ont appliqué. Donc on était en décembre, ils ont eu des sujets liés au sujet d'histoire et ils ont fait des petites chroniques radio. À Pleumeur, à marée basse, on peut découvrir une croix latine sculptée sur un gros rocher. On pourrait penser à un miracle. Ici, c'est autre chose. À côté, on découvre sur un autre rocher une trace de disque. Avec Thiago, nous allons vous expliquer le mystère de cette croix et de ce disque. Bonjour Thiago. Bonjour Camille. Présentez-nous tout d'abord ces rochers de la côte pleumeuroise. Comme vous l'ont dit Salma et Lucie dans leur chronique sur le port de Quéroc, la côte pleumeuroise est une côte rocheuse et très découpée. Cette roche est du granit. Comment ce granit s'est-il formé ? C'est une roche issue du magma liquide qui s'est solidifié en remontant à la surface de l'écorce terrestre. Nous étions sur une lecture de paysage avant tout. Emmanuel Iuel Bertin, bénévole au comité d'histoire du pays de Pleumeur. Mais il fallait aussi travailler sur l'histoire que l'on ne voyait plus. C'est pour ça qu'on voyait ce matin aussi un casier. On avait apporté du matériel dans la même démarche que Élodie en classe avait apporté aussi les boîtes aux couettes ou les boules de verre, les flotteurs pour le matériel de pêche. Et il fallait aussi ouvrir notre lecture de paysage à d'autres éléments, et notamment aux éléments fortifiés. Il y avait aussi un mégalithe, une croix religieuse. Donc, un travail toujours de réflexion sur le jeune public et ce qui pouvait les intéresser et peut-être les motiver. Après le repérage réalisé avec des acteurs, nous on a travaillé sur ce qu'on allait proposer aux enfants, ce vers quoi on allait les intéresser.
des visites. On en a fait 3. Une première avec avec la classe de primaire. Une classe, ça voulait dire dédoubler l'effectif, ce qui était très intéressant parce que nous étions donc sur des petits groupes d'une douzaine d'élèves. Là, on peut être dans l'échange. Et ensuite, pour les classes de 6e, là, on était sur des effectifs complets. Après, je crois qu'il y a eu la balade. Et du coup, il y avait des gens qui nous accompagnaient et des professeurs. Et ils nous guidaient et puis ils nous expliquaient des trucs pendant la balade. La balade était quasiment automatique, était naturelle. Nathalie Prat. Je pensais à des QR codes et c'est donc le travail d'Arzela d'avoir rencontré Lorient Agglomération et d'avoir finalement tout ce travail sur l'application Rando Bretagne Sud. C'est une valorisation, une pérennisation du projet qui est absolument admirable parce que ça dépasse carrément l'établissement scolaire, le territoire. Comment on a travaillé avec Arzela. Jacqueline Le Calvet de l'agglomération de Lorient. Donc nous, on a fait ce premier travail là, de terrain avec elle. J'ai tout téléchargé dans le back-office et après, j'ai pu ajouter tous les enregistrements qu'elle m'a envoyés et je les ai ajoutés tout simplement. Donc on va avoir tout ce qui est petits châteaux, là, voilà, tout ça c'est les petits patrimoines. Et quand on appuie, là il faut appuyer, mais sinon, si on n'appuie pas, ça se déclenche automatiquement. C'est-à-dire que quand les gens ensuite ont téléchargé le circuit, ils vont au départ de la balade, ça va démarrer. Ils n'ont même pas besoin de garder le téléphone à la main, ils le mettent dans leur poche et ils se promènent et il va leur dire systématiquement avant une intersection, tourner à droite, tourner à gauche. Et quand il va arriver sur un lieu du patrimoine, par exemple la maison de l'UIRES, il se déclenche et le texte part tout simplement. Le concert. J'aime bien les concerts. Moi, j'ai apprécié les répétitions parce que on venait juste d'apprendre bien notre texte en breton, comme c'était la première fois. Et j'ai aimé aller à Amzer-Névé chanter sur une scène avec tous les instruments, les micros et tout ça. Voilà, j'ai apprécié ça. Moi, j'ai bien aimé la balade. La balade, ça m'a plu parce qu'en fait, il faisait beau en plus ce jour-là. Donc, c'était très enrichissant et ça faisait du bien de se promener comme ça. Quand on avait fait le duo et quand Élodie Jaffré et Awena nous apprenaient les percussions corporelles et comment ça se disait. C'est difficile de choisir alors que j'ai aimé tout le projet. Le concert, je trouve que c'était très bien parce que il y avait le public, il faisait beau, on était avec Élodie Jaffré. Je trouve que c'était très bien. J'ai tout aimé, mais j'ai bien aimé l'enregistrement. C'était la première fois qu'on m'enregistrait dans un vrai studio d'enregistrement. Moi, j'ai préféré la balade parce que c'était en extérieur et puis ça nous a permis de découvrir aussi Kéroc. J'ai adoré les projets, surtout les balades. On bougeait, on ne faisait pas que chanter, on bougeait, on allait voir plein de choses. Donc oui, c'était bien. Je préfère ça que rester assis en classe à la juge chanter. Je préfère sortir et qu'on sache ce que j'ai fait que rester assis en classe. Au moins, on fait l'expérience et ça fait connaître l'école et ça fait aussi parler de notre région. Oui, c'est bien, je trouve, parce que c'est un moyen d'apprendre qui plaît plus parce qu'on n'est pas dans une salle, on découvre de nouvelles choses. Je trouve que c'est de très bonnes idées parce qu'on fait beaucoup de cours dans le collège, mais on ne sort pas beaucoup. Donc qu'il y ait des cours, surtout quand on est libre de chanter et de s'exprimer, je pense que c'est une très bonne idée. Capitaine Saint-Malo, Macar. Téléphone Diawanka, Gonétan, Capitaine Saint-Malo, Macar. Il y a 2 classes qui dysfonctionnaient avec des élèves un peu en difficulté. Nathalie Prat. Et que c'est un projet qui a permis de souder. Ils ont appris aussi, par exemple, l'écoute, être à l'écoute des autres. C'est pas grave si je me trompe, il y aura les autres pour m'aider. C'est au-delà de l'artistique et du culturel. C'est la vie, tout simplement. C'est apprendre à être avec les autres différemment. Il y a une classe qui a chanté face à la mer. Il y a eu vraiment des expériences absolument incroyables qui ont largement dépassé le cadre et de l'EAC et de nos matières. En termes de financement, effectivement. Arzela
Kéranguarec. À Mzernévé, depuis que je suis là, maintenant, depuis 12 ans, s'est construit une réputation sur la qualité des projets que l'on propose. Et du coup, on est aussi sur une niche. Il ne faut pas se cacher, on est un peu les seuls à proposer sur de la culture bretonne. Donc c'est vrai que les financements, on les a. Voilà. Donc on n'a pas trop de doute d'avoir les financements et du coup on y a été avant d'avoir la réponse. L'EAC maintenant elle fait partie des missions. Nathalie Prat. Donc puisque ça fait partie des missions, ça veut dire aussi que il y a obligation de développer des partenariats, puisque l'EAC c'est quoi? C'est la rencontre entre un artiste, une structure et un établissement scolaire. Donc l'artiste ne pouvant pas aller directement dans l'établissement scolaire, il passe forcément par une structure, que ce soit une association, que ce soit une salle de spectacle, etc. etc. Donc c'est vraiment une relation à trois. Les subventions sont différentes avec la région. Arzela Kéranguarec. Ici, nous sommes, donc la région Bretagne est le subventionneur majoritaire du centre culturel à Mzernévé. Et du coup, dans ces subventions-là, il y a une part dédiée aux résidences de création. Et dans cette part-là, l'action culturelle est déjà prévue, en fait. Voilà, donc là, on ne peut pas le détailler dans ce budget-là, parce que ça fait partie de notre budget global. Mais effectivement, la région est partie prenante. La DRAC fonctionne, vous le savez, sur des critères de territoire. Anne-Claire Kédillac. Donc la commune est sur plutôt des primaires, premier degré, et puis du coup, établissements spécialisés. Et donc du coup, l'école de Lomner-Kéroc ne rentre pas dans les critères de la DRAC. Le collège ne rentre pas non plus dans le critère de la DRAC. Donc j'ai bien fait une demande de subvention de c'était artiste projet de territoire, artiste en résidence. Et comme j'avais déposé un autre projet, celui-ci n'a pas été retenu. Voilà. Mais comme nous avions le soutien de la ville de Pleumeur, on a pu financer tout ça. Je crois qu'on était à 8 000 €. Après, dans les 8 000... Arzela Kéranguarec. Alors, le conseil départemental est intervenu pour 3 000 €. Le collège, on a valorisé donc, les déplacements à hauteur de 300 €. La part d'Amzernévé est de 1 300 €. Et la commune, du coup, on est sur 3 400 €. Si mon travail d'artiste et puis de créer un CD, etc. Élodie Jaffré. Mais j'ai aussi continué à faire des interventions ailleurs. Et j'en ai fait notamment dans tout le pays d'Auray avec Tidouar Elré. Donc ils m'ont fait intervenir dans 10 écoles bilingues. Et ça montre que ce projet-là, il peut s'inscrire vraiment dans un territoire comme Pleumeur, où là, il avait énormément de sens pour les élèves. Mais c'est aussi un projet qui peut s'exporter ailleurs en Bretagne. Et donc j'avais déjà été à Vannes, mais à Auray aussi. Puis les enfants, finalement, c'est une histoire à laquelle ils peuvent accrocher facilement. Et puis bon, Kéroc, c'est un port de pêche. Il y en a partout en fait en Bretagne. Et puis c'est des chants traditionnels. Il y en a eu partout aussi. C'est la langue bretonne. Dans toute la Basse-Bretagne, on parlait breton. Donc voilà, c'est un projet qui peut être exporté et après, je pense que les structures peuvent aussi s'inspirer d'un projet comme ça pour faire la même chose. Là, j'entendais parler de Douarnenez. Ça peut être aussi sur un pêcheur de Douarnenez ou sur autre chose là-bas, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi, pouvoir travailler sur plein de domaines à partir d'une personne, un personnage, et de faire de l'histoire à travers ce personnage-là, quoi. C'est forcément... ça accroche.
On parlait d'évaluation, alors on ne va pas rester trop scolaire, mais l'idée c'était de dire évaluer un projet EAC, et qu'est-ce qui pourrait être des indicateurs pertinents au regard des attentes de l'EAC. Nicolas Amaury, chargé de formation, de médiation et d'animation, référent EAC chez Bretagne Culture Diversité. Il y a des attentes dans les projets EAC, et du coup, qu'est-ce qui pourrait faire que c'est un bon projet et surtout, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait faire que c'est un mauvais projet? Il y a un peu de regard, et à chaque fois, c'est quand même cette dualité entre le monde scolaire et le monde, on va dire, culturel ou associatif extérieur, et qui vont pas forcément avoir le même regard sur le projet EAC, donc forcément pas les mêmes attentes, donc forcément pas les mêmes indicateurs de réussite, logique. Pour ce que ce soit le milieu enseignant, ce qui a été dit, c'est qu'un projet EAC, il peut être réussi si en fait finalement il va amener une nouvelle énergie dans l'école ou dans la classe déjà, qui va créer de l'émerveillement, et ça du coup c'est un indicateur, c'est-à-dire que si effectivement on a des nouvelles dynamiques dans l'école, dans la classe, ça va nous permettre de dire voilà, le projet il a bien fonctionné. C'est aussi de dire que pour un projet EAC, il semblait important qu'il y ait une trace, il y a quelque chose qui reste. Mais cette trace-là, donc il y a une production, parce que cette production-là, elle va rendre, ce que les enseignants disaient, vont rendre fiers les élèves. Et donc ça peut être un bon indicateur de réussite, c'est-à-dire s'il y a une trace, et que cette trace, elle reste, et qu'elle laisse aussi du coup des souvenirs. Parce que c'est des souvenirs qui vont rester pour les enfants. Et s'il reste ces souvenirs, peut-être que l'impact, et ça c'est ce qu'on disait, l'impact, il n'est peut-être pas palpable tout de suite, en fin d'année, en fin juin, quand tout le monde part en vacances, mais peut-être plus tard. Et ces souvenirs, ces traces, elles restent plus tard. Ça c'est difficile à évaluer, mais c'est en même temps de se dire, est-ce que nous on se le donne comme objectif, donc comme indicateur de réussite. C'est aussi pouvoir redonner, ce qu'on disait, peut-être du sens aux apprentissages. Et ça c'est du point de vue scolaire, c'est de dire, voilà, c'est peut-être que on redonne du sens à un cours d'histoire ou un cours d'éducation civique ou tout ça, pourquoi on le fait. Et du coup, c'est aussi de se dire que ces indicateurs-là vont nous permettre de mesurer, plutôt au niveau qualitatif que quantitatif. Pour l'acteur culturel, l'action culturelle donc, à l'extérieur du monde enseignant, c'est ce qui peut être intéressant et ce qui peut être notable, on va dire, c'est le fait d'avoir plusieurs partenaires. Donc du coup, une ouverture, de travailler avec d'autres gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, que ce soit le monde scolaire en effet, mais ça peut être aussi d'autres partenaires associatifs qui sont à côté, qu'on ne connaissait pas. C'est aussi d'amener une liberté un peu plus grande. Alors oui, c'est ça qui avait été indiqué, c'était de dire aussi que pour une intervention au titre de l'EAC, c'est d'avoir une assez grande liberté. Et ça peut être un indicateur important, c'est de dire que le monde scolaire est assez structuré, on va dire, assez formaté. Et on pourrait, en tant qu'intervenant extérieur, être un petit peu cloisonné. D'avoir un lâcher-prise aussi, de permettre aussi de sortir un petit peu du carcan scolaire. Et puis de transmettre, parce que si on vient aussi en tant qu'intervenant extérieur, en tant qu'un apport nouveau, c'est de pouvoir transmettre. Et donc ça, c'est, voilà, est-ce qu'on a fait une transmission de ce qu'on était venu amener, combien de choses nouvelles ils ont apprises, combien de choses, voilà, ça peut être aussi un indicateur, qui est aussi une bonne interactivité de tout le monde, de tous les acteurs de la chaîne. C'est plutôt une réussite. Et pour le final, c'est d'avoir le retour des enfants. Parce que, en fait, en tant qu'indicateur, je pense que c'est peut-être... Enfin, là, c'est mon point de vue personnel, mais c'est un des indicateurs majeurs. Derrière l'EAC, il y a tout d'abord une question de transmission. Et donc... Tudy Kernalegen, directeur de Bretagne Culture Diversité. Une transmission qui peut être évaluée concrètement. Le fait que des enfants, à la fin du projet, soient capables de chanter une chanson en breton, c'est quelque chose qui est évaluable. C'est immatériel, mais c'est quand même concret. On n'est pas dans quelque chose de complètement abstrait. Il y avait quand même une sorte d'affirmation qu'évaluer avec des critères quantitatifs, ce n'était pas forcément toujours pertinent
dans ce genre de projet dans le domaine des EAC, même si les financeurs, les collectivités, la DRAC, etc., peuvent parfois solliciter des critères quantitatifs, mais ces critères peuvent être donnés. Il y a certaines choses qui peuvent être objectivées. Par exemple, sur Cannes-Ournoz, il y a eu 324 élèves de déplacés, il y a eu 2 balades, un enregistrement, un concert. Donc tout ça, ce sont des éléments quantitatifs qui restent, qui peuvent être transmis aux différents évaluateurs des projets financés. Le groupe a aussi essayé de réfléchir à une distinction entre indicateurs pertinents et critères d'évaluation. Par exemple, les indicateurs pertinents d'un projet EAC qui réussit, c'est son inscription locale, c'est-à-dire sa capacité à créer du lien avec l'environnement concret, immédiat des élèves. C'est aussi le profil des participants et des intervenants. Et enfin, l'inscription géographique, par exemple, du collège ou de l'établissement scolaire, qui peut déterminer finalement leurs besoins, leurs attentes et le décalage ou pas avec le contenu du projet d'EAC. Après, dans les critères, il y a certes les critères quantitatifs, mais le plus important, c'est aussi les critères subjectifs qui sont aussi sur le ressenti des élèves, qui peuvent être évalués par des questionnaires d'évaluation qualitatifs ou pour le coup, là, il y a aussi cette évaluation subjective et qualitative quasi à froid avec les élèves, tel qu'on le voit dans une vidéo, dans la vidéo que vous avez réalisée, Michael et toi. Et enfin, dans les critères aussi, comme disait Swazik, il y a le fait qu'un projet EAC, dans les critères de réussite, c'est son caractère collectif. Est-ce qu'il s'inscrit dans une culture d'établissement ? La place du chef d'établissement est essentielle, en positif ou en négatif. Est-ce que le projet a été fluide ou est-ce qu'il a été porté à bout de bras par 2-3 personnes ? Est-ce que c'était collectif ? Est-ce qu'il y avait des freins, etc. Tout ça aussi, mine de rien, ça participe de l'évaluation implicite, en tout cas, du projet, parce que le but d'un projet, c'est aussi de garder l'enthousiasme intact à la fin, tel qu'il était au début, pour avoir envie d'en refaire, parce qu'un projet EAC qui rate peut aussi casser un élan, casser un enthousiasme, et voire laisser des traces négatives dans une classe ou dans un établissement. La question du patrimoine immatériel, abordée depuis le point de vue des archives sonores, intéresse les chercheurs de l'INSEAC. Raphaël Roth, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. En effet, dans le cadre du Living Lab de l'éducation artistique et culturelle, il travaille sur ces traces sonores qui, en tant qu'archives audiovisuelles, sont réutilisées par des artistes, comme nous venons de l'entendre avec Élodie Jaffray dans le cadre du projet Cannes-Ournoz, mais aussi par des chercheurs, des historiens, pour faire sens et raconter l'histoire passée. Nous allons donc mobiliser les données issues de ce projet, notamment pour analyser l'archive sonore au service de la création artistique en contexte d'éducation artistique et culturelle, du point de vue de la trace, notion abordée en histoire, mais également des sciences de l'information et de la communication. Comment, à partir des cas étudiés, la matière sonore formalise une expérience du passé qui passe par la matérialité sonore et se fixe sur un support. C'est un support de la mémoire réinvesti par la création artistique et certains usages en éducation artistique et culturelle, support des contenus qui, en tant qu'être culturel, comme le dirait le sémiologue Yves Jeanneret, circulent entre des sphères dont les formes peuvent varier, la sphère numérique, les sphères de l'éducation, la sphère de la création artistique, mais qui conservent les spécificités des modalités de réception des arts qui passent à chaque fois par l'écoute de l'archive. Remerciements à l'équipe de BCD pour l'organisation de cette journée, à Nicolas Amaury, étudie Kernalegen. Remerciements à la structure culturelle Amzer Neve pour leur accueil, à Arzela Keranguarek. Remerciements aux enseignants du collège Charles de Gaulle, Nathalie Prat et Philippe Le Rosquet, ainsi qu'à l'enseignante Anne-Claire Kédillac de l'école Lomner Keror. Remerciements à Emmanuel Iuel Bertin du comité d'histoire du pays de Pleumeur et à Jacqueline Le Calvet de l'agglomération de Lorient. Remerciements à Raphaël Roth. Musique originale du générique par le groupe Malo. Musique additionnelle, La dérobée de Guingamp, par Dominique Mollard. Extrait de l'album Cannes-Ournoz d'Élodie Jaffray. Enregistrement et montage, Michael Sauvage. Ce podcast a été établi sous la direction scientifique d'Emmanuel Etis.
Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Constituer un territoire, c'est presque la naissance de l'art. L'INSEAC du CNAB.